Jeudi 14 avril, route de Boutcha et d'Irpin. Aujourd'hui, synonyme d'enfer sur terre. Autrefois, villégiature chic en banlieue de Kiev. Stoppés par l'inattendue résistance ukrainienne à moins de 20 km de la capitale, les forces russes, de dépit, vont faire subir aux villageois les pires outrages de la guerre. Assassinats et viols. La rage et la folie des soldats de Poutine semblent comme encouragées. Irpin, libéré par l'armée ukrainienne, attend le retour de ceux qui avaient pu fuir. Après le travail des démineurs, après des jours d'attente, ce matin, les familles peuvent retrouver leur demeure. Un retour amer, malgré un beau soleil de printemps. Hier n'existe plus, demain est à reconstruire. Je vis ici depuis 1984 et mon mari est né ici en 1964. Nous avons toujours vécu ici. C'est horrible. C'est horrible. Je suis rentré chez moi aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai pleuré. Bien sûr, j'étais bouleversé. Oui, j'ai pleuré, même si je suis un homme. Mais je dois me ressaisir. Nous devons bâtir à nouveau, reconstruire de nos mains. Et tout sera encore mieux. Oui, le printemps est arrivé. L'énergie est apparue et l'envie de travailler avec. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous allons tout reconstruire. Nous allons attendre, car il y a toujours la guerre là-bas. On va attendre que la guerre se termine. Ce sera encore mieux. Et notre pays revivra. Il sera couvert de jardins. Il fleurira et se développera. La statue de la mère patrie, relique d'acier des temps soviétiques, quand Russes et Ukrainiens étaient peuples frères, veille sur Kiev, qui résiste à Poutine. À l'église Saint-André, un chant célèbre les morts, le courage des hommes et le retour du printemps. Dans les faubourgs, les sinistres barres d'immeubles ont retrouvé éclat sous le soleil. Et Anna, l'appartement familial au 3e étage. Le 27 février, les missiles russes tombaient dans son quartier. Alors, avec sa mère, sa jeune sœur, son chien et son chat, elle avait pris la route de l'exil pour la Pologne. Les sirènes se sont fait discrètes, les obus rares, alors les enfants ont repris leur jeu. Et tant pis s'ils jouent à la guerre, ils jouent. Les 2 premières semaines, je passais mon temps à lire les nouvelles et à m'inquiéter. Après ces 2 semaines, je me suis demandé chaque jour comment je pourrais rentrer chez moi. Et quand j'ai appris que le calme était revenu à Kiev, et aussi dans la banlieue où nous vivons, ça a renforcé mon désir de rentrer à la maison. Je voulais voir mon père, je voulais dormir dans mon lit, je voulais prendre mon bain, je voulais être à la maison. Tous les gens avaient très envie de rentrer chez eux. Il y avait 17 wagons dans le train et il n'y avait pas un seul siège libre. Au moment où j'ai vu que nous arrivions, que j'ai vu que nous approchions, qu'il ne restait peut-être plus que 10 minutes de trajet,
J'ai réalisé que j'arrivais enfin à la maison. J'ai d'abord sorti mes animaux du train, puis les bagages, et là j'ai oublié mon téléphone dans le compartiment, parce que je ne pensais qu'à rentrer à la maison au plus vite. Je devais rentrer à la maison au plus vite. Et j'ai ressenti un immense soulagement. J'ai compris que j'étais enfin à la maison. Après avoir rêvé d'être à la maison, j'étais à la maison. Sa mère et sa sœur à l'abri, Anna n'a prévenu personne. Elle ne voulait pas que ses parents s'inquiètent et s'opposent à son retour. Si plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui la guerre, ils sont déjà près d'1,1 million à avoir pris le chemin du retour, même si la guerre continue de faire rage à l'est du pays. Épouses, mères, sœurs, filles, elles sont près de 20 000 à rentrer chaque jour. Pour elles, il est trop dur de laisser un mari soldat, un frère engagé volontaire ou un père fatigué. La résistance est collective et familiale. Je voulais tant rentrer chez moi que quand je suis arrivée et que j'ai retrouvé mon quartier, j'ai regardé mon immeuble et je me suis dit « Oh mon Dieu, ça m'a tellement manqué ». Un mois s'était écoulé, tout juste. Certaines personnes vivent pendant plusieurs années à l'étranger et je me demande comment elles font. Mon père m'a retrouvée en bas, à l'entrée de l'immeuble. Il a pris mes bagages et les a portés chez nous. Il était heureux de me voir, je crois. La première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, c'est de m'allonger sur mon lit. J'avais tellement envie d'être dans ma chambre. Ah mon Dieu, c'était merveilleux. Tout était comme je l'avais laissé. Personne n'a rien touché. Le temps s'est comme arrêté dans ma chambre pendant un mois. Bonheur et désespoir, alcool glacé mais brûlant, l'âme slave. Je suis heureux, bien sûr. Mais ce qui se passe est affreux. Buvons à ce que nous restions en bonne santé. Santé. La joie de se retrouver, la tristesse de n'être pas tous réunis et la peur de la guerre. Une armée, un drapeau, un peuple. Un triptyque qui marque la défaite de Poutine. Au fond d'une allée de garage, Vova a installé son studio de répétition. Sa guerre, il l'a fait en musique. Réseaux sociaux et concerts, des mots comme des armes. Une jeunesse en première ligne, ceux au front qui combattent, ceux à l'arrière volontaires qui soutiennent l'effort, et ceux qui créent, qui inspirent et encouragent. Le printemps de la jeunesse de Kiev. Смотри, и второй припев тоже с такой же подачей. Faire de la musique en temps de guerre, c'est une façon d'aider notre peuple à se sentir plus fort. C'est comme tenir un deuxième front. C'est inspirer nos concitoyens à être plus forts, à être courageux et les aider à faire face à tout ce qui se passe. Le chant comme une arme, oui. Il influence les gens, les soutient et leur donne d'autres émotions. Les contrôles au checkpoint qui quadrillent la capitale se sont allégés. La pression s'est desserrée. Les sirènes n'affolent plus personne, même si régulièrement, un missile frappe les abords de la ville. Avec insolence, Kiev rappelle à Poutine qu'il ne peut gagner cette guerre. Karen n'a jamais fermé son petit café. Même au plus fort de la guerre, quand Kiev pouvait tomber, il est resté pour servir ceux qui tenaient les postes de combat dans le froid de février et pour offrir un café
à ses amis du quartier, un café au goût d'espoir. J'aime cet endroit. J'aime les gens qui vivent ici. Je suis resté ici pour être utile aux gens, pour être utile, pour être efficace pour mon pays et pour les soldats qui sont au front. Moi et ma femme qui était enceinte lorsque la guerre a commencé, nous avons décidé ensemble que notre fils naisse à Kiev. Pour nous, c'était très important. C'est sa patrie. Il doit être d'ici. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles et nous continuons à travailler dans des conditions difficiles. Nous voulons être comme un repère, comme un point d'orientation, une sorte de lumière pour les gens. Une lumière qui indique que tout va bien, que tout ira bien, qu'il faut rester ici et qu'il faut revenir. Nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Nous devons être un exemple. Bien sûr, nous soutenons les personnes qui sont au front. Bien sûr que nous les soutenons. De toute façon, sans eux, nous n'existerions pas. Sans nous, ils n'existeraient pas. Nous le comprenons. Depuis quelques jours, tramways et quelques lignes de métro ont repris du service. Direction Prospect Pabieda, l'avenue de la Victoire. Chez Kolia et Yulia, le couple de dompteurs vedettes du cirque de Kiev. Derrière ces maisons, un missile a frappé un immeuble et a détruit 2 étages. 2 étages. L'onde de choc et les éclats de métal, vous voyez entre les immeubles, regardez ce bâtiment. Tout a volé et brisé les fenêtres. Là, regardez au 4e étage. Mes fenêtres ont été brisées. Au 49e jour de la guerre, Yulia, celle qui fait danser les tigres, est comme abasourdie, brisée. Ses parents qui vivent en Russie, abreuvés par la propagande, refusent de l'entendre, de la croire, de la comprendre. Mes parents sont de Krasnodar, de Russie. Ils ne m'entendent pas et ils ne me croient pas quand je leur dis la vérité. Ils me disent que ce qui s'est passé à Boutcha, c'est horrible, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Ils me disent que c'est un fake, simplement parce que c'est ce qu'on leur dit à la télévision russe. Je me suis disputée avec eux et j'ai dû prendre des pilules pour soigner mon cœur. Ce n'est que maintenant qu'ils commencent à m'écouter un peu. Ils commencent à réagir car ils ont vu que des corps de leurs soldats revenaient en Russie. Avant, on leur disait qu'aucun soldat russe ne mourrait en Ukraine. Maintenant, ils comprennent tous que beaucoup d'entre eux meurent ici. Ce 15 avril, 87 cadavres sont exhumés du charnier de Boutcha au pied de l'église orthodoxe. Pendant 1 mois d'occupation, les forces russes ont délibérément massacré, torturé, violé et laissé à leur départ plus de 400 cadavres. 18 experts de la gendarmerie française pratiquent et documentent les premières constatations. Les morts de la fosse commune retrouvent un nom. Au 40e jour de guerre, je suis venu et j'ai dit au directeur du cirque que je n'étais pas venu simplement pour parler avec mes animaux, mais que j'étais venu pour les amener s'entraîner sur la piste. Il a répondu « Oui, bien sûr ». Il a compris que c'était des créatures vivantes, qu'ils vivent enfermés dans un petit enclos et que ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin d'aller sur la piste de cirque, ce sont des artistes.
J'espère vraiment que le moment viendra où je m'assierai à nouveau devant le miroir, où je me maquillerai, où je mettrai mon costume et où je sortirai devant une salle pleine à craquer et où tout le monde verra nos animaux. Que Dieu nous accorde que la guerre se termine bientôt et que nos rêves deviennent réalité. 12 tigres et 5 lions à nourrir et à entraîner chaque jour. Rien ne peut arrêter Yulia et Kolya. Le spectacle doit reprendre et le cirque retrouver son public et la vie. Le cirque pendant la guerre, d'abord c'est l'absence de public. Beaucoup de personnes, surtout des femmes et des enfants, ont été évacuées. Et le public de notre cirque est traditionnellement composé de familles, d'enfants, beaucoup d'enfants. C'est pourquoi maintenant, vous voyez le cirque vide. Mais nous nous préparons. Nous nous maintenons en forme. Et si c'est nécessaire, dans une semaine, dans un jour, nous pouvons nous produire. Nous sommes toujours prêts. Nous tenons notre front à notre façon. Si un miracle se produit et que tout le monde revient, et qu'alors un officiel arrive et dise « Hé les gars, nous avons gagné la guerre, elle est terminée, et nos enfants ont besoin d'être soignés. Et le cirque est le meilleur remède pour nos enfants. Êtes-vous prêts à travailler ?» Alors nous dirons « Bien sûr, nous sommes prêts à travailler. C'est la vérité vraie. Nous sommes prêts. » Et il y a un dicton ukrainien qui dit « Les rêves donnent des ailes aux fous ». Alors que l'ours Poutine continue ses massacres, Yulia, sur les ailes de son rêve, danse avec ses tigres pour la plus grande joie des enfants et du public. Pour Yulia et ses tigres, ce n'était qu'un rêve de printemps. La guerre étreint toujours la ville et le pays. Le cirque devra encore attendre pour faire rire les enfants. La boulangerie Good Bread from Good People, du bon pain fait par des gens bien, distribue gracieusement du pain aux villages qui ont subi l'occupation russe autour de Kiev. Je pense que c'est important de travailler maintenant, parce que tu comprends que tu es utile aux autres. Tu mets ton énergie dans un projet, une énergie qui est nécessaire dans ce moment difficile. Le pain, lorsque tu le cuisines, tu lui transmets une énergie et des sentiments. Et quand les gens le mangent, ils reçoivent cette énergie. C'est pourquoi je pense que faire du pain est une joie, surtout en ce moment. Les gens ont commencé à revenir à Kiev. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre, je me dis que c'est toujours dangereux ici. Je ne voudrais pas que les gens qui sont partis à cause de la guerre reviennent et se retrouvent en danger. Mais je connais des gens qui reviennent à Kiev parce qu'ils sont fatigués de vivre dans un pays étranger. Ils sont fatigués d'avoir peur et ils reviennent pour rester et être utiles ici. Avant la guerre, le patron de l'entreprise employait les handicapés mentaux et autres parias de la vie, un acte social. Tous sont revenus, heureux d'être importants et enfin utiles. Ensemble, ils produisent plus de 1000 pains par jour. Nata, la boulangère, a l'âme tzigane. Son chant raconte l'histoire du Cosaque parti combattre l'oiseau noir et qui rêve de rentrer à la maison, de rentrer à la maison. Peut-être pense-t-elle à son frère ou à son amoureux.
Elle ne nous l'a pas dit. Ultime pied de nez à la guerre et à la Camarde, quelques restaurants ont rouvert leurs portes. Quelques bonnes tables sont dressées pour quelques clients fortunés, une façon pour eux de vivre et de participer à l'effort de guerre. Ceux qui n'ont rien sont aussi servis. Depuis le début de la guerre, une cinquantaine d'établissements et de chefs se sont regroupés pour gérer et partager les approvisionnements et se sont transformés en cantine ou en cuisine pour le front. Une économie participative et solidaire, une économie de guerre. Nous avons commencé avec 500 repas, puis 800 repas, puis 900. Certains jours, nous en avons préparé 1200, 1500. Et quand la situation à Kiev s'est un peu normalisée, que le calme est revenu et que des commerces ont commencé à réouvrir, nous avons ouvert le rez-de-chaussée pour les clients. L'ouverture du restaurant signifie que nous continuons à vivre, malgré la situation très difficile du pays. Il y a la guerre et nous avons de grosses pertes. Mais la vie va gagner. La vie doit continuer et nous n'avons pas le droit de l'arrêter. Restaurants et fleurs. Malgré la présence des soldats, la vie reprend ses droits à Kiev. Séparée et en conflit avec le patriarcat de Moscou, l'Église ukrainienne montre son soutien à la nation. Il faut nourrir les corps, mais aussi les âmes. Ce soir, 4e représentation de la Romance de Varsovie au Théâtre national dramatique. Beaucoup de techniciens partis au front. La représentation n'aura pas lieu dans la grande salle, mais sur une scène improvisée. Le bouche à oreille a fonctionné, tous les billets ont trouvé preneur. Un rendez-vous que ni les comédiens, ni le public ne pouvaient manquer. Le fait que nous soyons ouverts ne signifie pas que la vie revient à la normale. Les gens continuent à mourir tous les jours dans ce pays. C'est pourquoi je tiens à dire que pour empêcher l'apparition d'une idée vaine selon laquelle Kiev est revenu à la vie, le théâtre est revenu à la vie, ce n'est pas vrai. Pour nous, pour les acteurs et pour le public, nous sommes apparus comme un salut, parce que nous avons dit « il est nécessaire de jouer pour nous, nous ne pouvons pas vivre sans, nous le voulons ». Et le public s'en est emparé et a dit « nous voulons être avec vous ». Pour nous, c'est un salut, pas parce que la vie est revenue à la normale, mais parce que nous voulons au moins essayer de relancer notre existence et nous sentir vivants, même si ça n'est pas tout à fait le cas. Il me semble que le théâtre peut redonner l'espoir, soigner le cœur et l'âme. Le théâtre peut aider notre peuple, et c'est important maintenant. En combien d'actes va se jouer cette tragédie? Personne ne le sait encore. Les troupes de Poutine ont lancé leurs forces vers l'est et le sud de l'Ukraine pour l'ultime bataille. Mais à Kiev, le David du drame dit à Moscou le Goliath sa capacité de résistance et de résilience. Sur Maïdan, au cœur de la capitale, le printemps s'affiche avec insolence.